qui m'a donné envie de devenir, patiente experte, c'est que, je suis moi-même atteinte d'endométriose, très rapidement, à l'âge de 24 ans, on m'a mis en invalidité, à la fin de mes études, et je suis tombée donc sur cette formation à la faculté de médecine à Marseille. Alors fort heureusement, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'aurais pas été prête. Je l'ai intégrée 1 an et demi après, j'avais besoin en fait de faire quelque chose et de me dire, tout ce que j'ai vécu depuis, toutes ces années en tant que patiente et tout le parcours que j'ai déjà mis en place, ça peut pas juste, être pour rien. Enfin, c'est pas pour rien parce que c'est pour moi, mais ça peut pas juste être pour moi. Il faut que ça soit plus grand que ça et que ça serve à autre chose, et que ça puisse aider d'autres, personnes qui souffrent aussi au quotidien. Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient, d'endométriose, qui n'étaient pas prises en charge comme moi je l'étais, parce que j'avais beaucoup de chance pour le coup. Et j'ai eu envie de me dire, voilà, il faut trouver une solution pour que tout le monde ait accès à la même prise en charge. Et c'est pour ça que je me suis lancée, dans ce parcours-là, qui a du coup beaucoup évolué, hein, évidemment, mais que j'ai trouvé tout de suite très, très intéressant. Ce qui m'a donné envie de participer à cette collaboration, c'est que ça venait, pour moi, une évidence, en fait, que le patient, a un vrai rôle à jouer, dans, la progression, en fait, de sa maladie, notamment quand il s'agit de maladies, chroniques et de maladies bénignes. Qu'il y avait, des notions d'éducation et d'information à recevoir, par le patient. Et ça, cette responsabilisation, pour moi, elle est importante, et d'intégrer un patient expert qui avait envie de venir enrichir en fait nos pratiques, grâce à sa vision, et à ce qu'on pouvait, apporter aux malades, était évidemment, très positif. En 2019, j'étais suivie donc dans cette structure, assez rapidement, lors de mes consultations, j'ai parlé, de ce DU que je suivais donc à la faculté de médecine de Marseille, tout de suite ça a été un gros engouement de dire: «Mais il faut qu'on mette en place des choses ensemble, allons-y». Donc j'ai attendu d'avoir mon diplôme quand même pour finir, la formation, et très rapidement, la première étape, ça a été d'être intégrée, en RCP, donc en réunion de concertation pluridisciplinaire, donc pour pouvoir essayer d'apporter, cette expérience patient. Très, très rapidement, on a commencé à travailler sur la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique, qui a vu le jour du coup en septembre 2020, et qui est le tout premier programme d'éducation thérapeutique d'endométriose en PACA et le deuxième en France. Donc ça a été pour nous une grande fierté de le mettre en place. Et voilà, l'aventure a été lancée comme ça, et ça a été tout à fait naturel en fait de travailler ensemble. On n'a pas ressenti d'objection en fait. C'était, bah oui, en fait, on a toutes les deux des choses à s'apporter, et on a l'envie en fait d'aller plus loin pour les patients. Allons-y quoi. Et on sait aujourd'hui que l'éducation thérapeutique, elle est très intéressante, mais elle est encore plus intéressante quand le discours est adapté, à la ressource personnelle, que ce soit au son niveau culturel, à son niveau social, à la ressource à un moment donné. Et ça, en fait, de pouvoir l'adapter, il n'y avait qu'un patient, qui pouvait, nous l'amener, quoi. Ça s'est fait vraiment, spontanément, avec, je pense, un respect, une considération, mutuelle. Il n'y a jamais eu, de position, de sentiment d'infériorité, ou de sentiment de supériorité, donc vraiment, juste, un partage. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti, comme ça, et j'ai jamais, eu l'impression qu'on avait, envie de faire entendre notre voix, plus qu'une autre, médicale ou patiente, à l'une et l'autre, et plutôt, de se dire: «Bah, attends, toi, tu as ce point de vue-là, comment on peut, le faire évoluer, par rapport à moi, ce que je dis?» et cetera. Et moi, j'étais très curieuse aussi, de pouvoir adapter, les prises en charge, parce que, on le voit au quotidien, les praticiens ne sont pas du tout formés à un langage, patient, et du coup, ce qui fait aussi des grosses problématiques d'interprétation, des grosses problématiques de communication, des conflits qui ne sont pas réels, mais qui sont, créés, un petit peu, comme, parce qu'on a l'impression qu'on a interprété, hein, ou mal entendu, ou mal compris, et ce qui fait que, il fallait juste que les gens parlent sur le même, alignement, quoi.
Donc ça, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Et parce que ça nous permet de dépasser des blocages, notamment parfois des fausses croyances de patients. Comment on arrive à détourner, quand les patients ont dit est-ce que j'ai vraiment une endométriose, docteur. Et donc on avait beaucoup discuté avec Priscilla sur le discours à tenir, de se dire est-ce que finalement on va essayer, oui, on ne va pas leur dire bah non, vous n'avez pas d'endométriose, ou oui, vous n'avez pas d'endométriose. On va plutôt leur dire écoutez, peut-être il y a effectivement l'endométriose, mais l'objectif, ça va vraiment être de travailler sur votre qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous gêne le plus. Souvent, elles ont une envie d'avoir une réponse chirurgicale, donc ce n'est pas de fermer la porte d'emblée à une réponse chirurgicale, mais on sait aujourd'hui que la réponse chirurgicale, elle doit se faire plutôt en dernière intention, quand les patients persistent avec une altération de la qualité de vie et qu'on a déjà mis en place un programme pluridisciplinaire. Bon, après, ça ne marche pas toujours, hein, mais il faut le travailler. Au début, on avait commencé par des groupes de parole, hein, tu te souviens, et puis et rapidement, on s'est dit, on a eu un projet un peu plus grand de faire des programmes d'éducation. Après, donc c'est vrai que moi, j'ai toujours réalisé un peu en collaboration avec nous nos idées un peu différentes sur les thématiques d'atelier. Donc à la fois moi, le besoin que j'avais de transmettre certains messages aux patientes, notamment sur tout ce qui est mécanisme de douleur, la prise en compte des traitements, parce que c'est ce qu'on répète toujours. Et donc en fait, ces journées de formation, elles sont là aussi pour ça, pour rendre les patients plus autonomes. Et puis c'est vrai que Priscilla elle avait aussi dit c'est important la gestion du stress, ce qu'elle vivait avec la fatigue chronique. Donc ça, c'est des choses que nous, on n'avait aucune expertise là-dessus. Donc c'était vraiment son sujet. Donc je pense que ça faisait un programme assez complet qui a amené à la fois du quotidien, de l'humanisation et en même temps une besoin d'une approche thérapeutique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même dans une maladie, hein, donc avec des recommandations scientifiques, et ça c'est important. Donc ça permettait vraiment d'avoir un mixte assez complet, je pense. Et effectivement, ces programmes de sensibilisation sont assez importantes, notamment de communication, les réalisations de MOOC aussi. On a fait des vidéos ensemble aussi d'information pour expliquer les syndromes et les pathologies associées à l'endométriose qu'on avait mis sur YouTube et qui avait bien fonctionné parce qu'en fait, enfin, les patientes entendaient des symptômes et elles se disaient « Ah, mais en fait, c'est ça que j'ai ». Enfin, ça explique tout ce qu'elles ressentaient et c'était un soulagement énorme. Donc, de passer aussi sur du digital, c'était assez intéressant sur ça, ouais. Les points forts vraiment du partenariat, je trouve, c'est la responsabilité à la fois du médecin de pouvoir avoir un discours qui est adapté aux patients. Donc ça, c'est vraiment important. Même si on n'est pas parfait, et ça, c'est une réalité, qu'on reste des humains, donc on n'est pas dans cette capacité de le faire toujours, mais comme un patient expert ne pourrait pas le faire non plus toujours. Donc c'est de la même manière. Et il y avait une autre chose qui était vraiment très importante pour moi, c'est la responsabilisation du patient dans sa maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de soin, il doit tendre vers ça pour que les patients deviennent acteurs en fait de la maladie, plutôt que d'être passifs et d'attendre en fait de la médecine. Aujourd'hui, ils ont clairement un rôle à jouer. Et ça, parfois, ça peut être bien perçu, donc quand on leur donne les clés, et quelquefois, ça peut être mal perçu parce qu'ils ont l'impression aussi qu'ils sont responsables. Alors que ça n'a rien à voir avec une responsabilité, c'est juste de se responsabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la progression qu'on peut y mettre et de l'investissement. Et on voit dans les études scientifiques que le fait d'avoir un patient qui est responsabilisé et acteur de sa santé, ce sont des patients qui sont plus résilients, avec un impact de la qualité de vie meilleur. C'est clairement un discours aussi que, de par le travail qu'on a fait ensemble, qui pour moi a beaucoup évolué. Je le disais encore il y a quelques semaines dans une conférence aux patientes, et c'est super dur à entendre, et je leur dis à chaque fois, c'est que dans le soin et dans la prise en charge, 90% c'est notre travail à nous en tant que patients. Et que c'est injuste, parce qu'en fait, quand on est malade, déjà, pas cool qu'on soit malade, ça nous tombe dessus, pourquoi nous Et en plus de ça, c'est à nous de faire le travail à 90%. Et ça, c'est quelque chose parce qu'on a été baigné aussi dans une
culture du soin où on nous faisait croire que finalement on va chez le médecin et il va nous donner un traitement et puis on le prend et puis tout ira bien et on n'a pas besoin vraiment de mettre en place des choses compliquées. Et en fait, la réalité, elle n'est pas comme ça. Et c'est aussi notre rôle en tant que patient expert d'expliquer que cette réalité, elle est différente et que malheureusement, le travail il va devoir venir de nous quand on est prêt aussi, parce que des fois, on n'est pas prêt et c'est comme ça et c'est OK. Nous, en tant que praticiens, on fait beaucoup de congrès. Et c'est aussi de pouvoir donner des outils à nos confrères pour comment arriver à faire une hypothèse diagnostique pour pouvoir développer un programme adapté, qui va être adapté dans le temps, mais en partenariat avec le patient. Et donc justement, c'est d'arriver, pour ça en fait, il faut quand même avoir bien sûr des connaissances sur la pathologie. Donc dans ce concept Vie et moi, ça réunira des praticiens qui auront une expertise, donc quelle qu'elle soit, la capacité de réaliser un programme pluridisciplinaire en collaboration avec d'autres, qui vont être en capacité de proposer de l'éducation thérapeutique et surtout d'évaluer l'efficacité de la prise en charge médicale et de leur approche thérapeutique par de l'évaluation de qualité de vie. Ce partenariat, il est indispensable pour la médecine de demain, en fait. Pour moi, c'est la médecine de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les patients, ils sont plus satisfaits de cette médecine d'organes, que les praticiens, en fait, sont un peu en phase de transition sur justement ce patient qui n'a plus envie de ce type de médecine et que pour réunir tout le monde sur une zone sereine, pour qu'on puisse continuer à aider et à accompagner les patients, c'est vraiment, on est obligé de tendre vers ça. C'est vrai qu'on a eu beaucoup tendance dans nos études d'ailleurs avoir une formation ciblée sur de la technicité et de l'apprentissage par cœur de recommandations. Et aujourd'hui, de tendre vers ça, ça fait que la médecine, elle n'est plus qu'un défi technique, elle est un défi aussi humain. Et ça, on doit l'apprendre en fait dans les universités. Et ça fait partie des choses qui vont se transformer, j'espère. Et j'espère qu'en tous les cas, on aura essayé de le faire. Ce sera peut-être pas demain, on le connaîtra peut-être pas complètement. On sera peut-être plus là quand ce sera complètement ça. Mais en tous les cas, moi, j'estime que j'aurais essayé de pouvoir y participer. Ce qui a pu s'avérer compliqué, c'est des questions forcément administratives, financières, logistiques, etc. Alors, en PACA, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a l'ARS qui nous a soutenus tout de suite et qui a beaucoup soutenu le développement notamment de programmes d'éducation thérapeutique dans l'endométriose. Ce n'est pas le cas de toutes les régions, mais qui nous a permis du coup de pouvoir mettre en place des choses, de pouvoir avoir du temps dédié à ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un frein. En France, l'administratif est toujours très compliqué. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui a été un frein. Après, il y a la question aussi du temps. Parce que tout ça, ça prend un temps juste énorme, qui est souvent du temps personnel, qu'on prend aussi sur nos familles, le travail, sur tout ça, quoi. Et même si on sait que c'est du temps investi pour gagner du temps sur le futur, parce qu'on va améliorer, on va s'améliorer, on va aller plus vite sur certaines choses, forcément, c'est du temps qu'il faut trouver à un instant T. Et puis après, c'est aussi embarquer les gens. Moi, en tant que bénévole de l'association Endomine à l'époque, je voyais sur les réseaux sociaux des demandes constamment de groupes de parole, qu'on puisse faire des choses, etc. Quand on l'a lancé, 2 inscriptions. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rendait compte que c'était compliqué aussi pour elles de passer ce pas, de prendre du temps aussi pour venir échanger sur leur maladie. Et donc, il y avait un peu une dissonance entre les besoins qui étaient exprimés par les patientes au quotidien et derrière, malgré les efforts qu'on faisait, le peu de personnes qui venaient. Et puis, bon, finalement, en lançant le TP, il y a eu quand même des forts succès et puis des moments où... on a été un peu démoralisés parce qu'effectivement, les gens c'est gratuit, donc les gens se annulent au dernier moment. En fait, ils ne se rendent pas compte de cet investissement que Priscilla exprime sur notre temps personnel, sur notre temps de famille. Ce que ça peut nous coûter aussi. Nous, c'était quand même assez innovant quand on a débuté ça. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que c'est évident.
Mais quand on a débuté, c'était innovant et donc la crédibilité, c'est-à-dire que moi, en tant que chirurgien, de dire tiens, je vais monter un parcours d'éducation thérapeutique pendant que tous mes autres collègues faisaient des cours d'anatomie et des masterclass en disant bah oui, alors elle, ça doit pas être un très bon chirurgien si elle fait ça. Donc quid? Peut-être parce que donc voilà, donc c'était aussi de se dire bah oui, en fait, c'est intéressant de faire comme ça parce que ça nous rend un chirurgien plus crédible aussi. Parce que du coup, ça nous humanise un peu derrière nos consoles de Célio ou de robots. Et que ça me semblait évident que si ma chirurgie elle était faite dans ce cadre, elle serait optimale, puisque mes patients iraient mieux. Donc, est-ce que ça a été difficile de lâcher ma posture de soignant? Non, parce que, en fait, on reste soignant, mais par contre, ce qui était difficile, c'était que les patients conservent une vision de partenaire avec nous. Par exemple, si vous leur faites un dessin, ils ont l'impression que vous les infantilisez. Et quand vous leur expliquez, ils ont l'impression que vous n'étiez pas forcément à leur hauteur. Donc il y a toujours un jugement. Et c'est vrai que normalement, dans un échange normal, les gens disent attends, là, j'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux me réexpliquer attends, là, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et là, en fait, souvent, le patient garde une posture vraiment de patient soignant. Et cette distance, en fait, du coup, nous empêche d'avoir ce partenariat, quoi. Ouais, et puis moi je trouve que c'est plus facile pendant les programmes d'éducation thérapeutique, pendant les ateliers, Ouais. parce que des fois, moi j'arrive, des fois je participe à ton atelier, ou des fois j'arrive en avance, donc je participe un peu à la fin, et quand tu dis par exemple, bon en fait autour de la table on est des femmes, enfin, en fait de se trouver aussi un point commun, c'est-à-dire que le point commun aussi, au-delà de elles sont toutes patientes, moi je suis soignante, voilà. C'est plutôt aussi, on est toutes des femmes là autour de cette Ouais, c'est ça. table. On est toutes des humains. Ouais. Donc, j'ai quelque chose à vous dire, vous avez quelque chose à me dire. Donc, écoutons-nous et on échange. Et donc, c'est vrai, quand on a des gens qui, quelquefois, sont en colère parce qu'ils se disent non, mais j'ai rien compris, elle m'a pas bien expliqué, etc. En fait, c'est pas qu'on n'a pas bien expliqué, c'est qu'on n'a pas compris qu'on n'avait pas bien expliqué. Il y a deux enjeux. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont en train de se former à la fac actuellement, qui sont les futurs soignants. D'ailleurs, que ce soit médecins ou paramédicaux. Et là, on voit qu'il y a certaines facs qui mettent en place des cours sur le partenariat, qui nous font intervenir, nous, patients experts, pour expliquer le vécu avec la maladie, pour expliquer l'intérêt du partenariat dans le soin. Donc ça se met en place, mais c'est encore minuscule. Donc on va avoir des disparités entre ceux qui ont pu avoir des facs qui étaient hyper impliqués là-dessus, et donc du coup des étudiants qui vont être déjà baignés dans le partenariat, et d'autres qui sont encore dans de la médecine un peu à l'ancienne. Donc on va avoir des générations un peu avec des disparités, j'espère que ça va s'étendre. Et puis c'est aussi de se dire, tous ceux qui sont déjà en activité, comment on fait pour les former? Parce que c'est important aussi de les former. Et c'est évident parce qu'il y a la formation continue au quotidien des échanges qu'on a, mais rien que la formation à l'éducation thérapeutique, les 40 heures que toi tu avais fait, c'est hyper intéressant parce que ça nous fait prendre du recul, ça nous permet de comprendre comment on s'exprime, comment on éduque, comment on fait de la pédagogie, comment on est dans le partenariat. Donc c'est hyper important. L'espoir, ce serait que, au-delà des financements qui peuvent exister avec l'ARS, qui restent vraiment trop minimes par rapport à l'investissement que c'est l'éducation thérapeutique, que demain, ça puisse être considéré comme un soin, au même titre qu'un traitement qu'on va récupérer en pharmacie, qui est des fois extrêmement coûteux, au même titre qu'une consultation qu'on peut avoir, parce que en fait, ça devient quelque chose d'indispensable dans le soin. Et en plus de ça, nous, on a fait partie des rédacteurs de la stratégie nationale sur l'endométriose. Ça fait partie des mesures de cette stratégie. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour la mise en place de ces programmes, mais il y a besoin qu'il y ait un changement aussi plus large dans la façon dont c'est financé, la façon dont c'est mis en place, etc.